Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers, les Fimbi 500. Mais ça, tu le sais déjà. Ça, c'est le représentant Sect Abdoulaye. Là où les cages d'escalier sentent le dégué et le chouraï. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Rigo, take a seat, non? PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un entrepreneur, un philanthrope, un homme de cœur. Celui que l'on nomme Abdelali El Badawi. Comment tu vas, mon brother? Ça va, merci. Et toi, tout va bien? Merci. Tout va très bien de mon côté. Merci pour cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Sache qu'on est honoré de te recevoir, sincèrement. Tu nous fais du bien. Je te l'ai dit en off, mais je te le dis en on. C'est cool, c'est cool. S'il te plaît. Déjà, avant tout, comment je dois t'appeler là? Parce qu'Abdelali, tout le long de l'émission, ça va être long. Tu m'appelles Abdelali. Je sais pas comment on m'appelle, mais on m'appelle. Il n'y a pas de surnom ici? Non, il n'y a pas de surnom. Bon, ouais, moi je vais t'appeler Brother directement. C'est cool, c'est cool. Merci. Dis-moi, frérot, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Je m'appelle Abdelali, j'ai 38 ans cette année. Ouais. Je suis infirmier de profession et je suis surtout aussi fondateur d'une organisation qui s'appelle Banlieue Santé, qui est une association aujourd'hui qui crée des solutions d'inclusion sociale et médicale en partant du besoin de terrain, en identifiant les problématiques des habitants et en concertant avec les habitants pour les habitants. Et puis j'ai aussi humblement fondé un fonds de dotation qui s'appelle la France du Cœur, qu'on va officialiser médiatiquement très 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 bientôt. Donc tu es déjà en avant-première. Ah, c'est excellent. Il fallait que j'ai l'exclusivité de toute façon. Voilà. C'est excellent, c'est excellent. Alors, avant de développer sur tout ce que tu fais, etc., tu sais, t'es un hustler, non, ça s'appelle We Hustle. C'est voilà, ça montre vraiment la hargne, le côté hargneux et la détermination. Et aujourd'hui, tu fais totalement partie de ce mouvement-là. Mais avant de développer sur tout ça, je voudrais qu'on fasse un focus sur ta jeunesse dans le 77. Je sais que tu étais dans le Nord également, à Douai. Parle-nous de toi un peu. À quoi ressemblait Abdelali? Abdelali, c'est déjà le fils d'un parent immigré, d'une mère et d'un père marocain, d'origine berbère aussi, du sud, du côté de Ouarzazate. Et en fait, moi, je suis né en 83 en France, à Dechy, près de Douai. Et j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 7 ans dans cette petite commune qui était une ville minière, puisque mon père était un mineur, travaille dans les mines de charbon. On connaît bien ça dans le Nord-Pas-de-Calais. Et jusqu'à mes 6 ans, donc à l'âge de 6 ans, j'ai eu un accident. Donc je suis brûlé à 70% de la surface de mon corps, sauf les mains et le visage. Et ça a frappé ma vie parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des forces de ce que je suis aujourd'hui. Bien. Si tu veux qu'on y rentre en profondeur après, on peut. Absolument. Mais en 90, les mines de charbon ferment. Mon père, passé 50 ans, il faut qu'il trouve un autre boulot. Quand tu n'as pas de diplôme, etc., c'est très compliqué. Donc on est venu en région parisienne, dans le 77 à Montreux, qui est un quartier prioritaire de la ville, et puis tout autour, une zone rurale. Et dans les années 90, on est arrivé dans cette commune qui, je crois que c'est 40 000 habitants maintenant. On passe de la petite commune à une ville plus grande, une banlieue parisienne, avec tous les clichés qu'on peut avoir d'une banlieue parisienne. Et puis, j'ai grandi, j'ai étudié là-bas, et puis j'ai fait plein d'actions sociales et sociétales dans mon quartier, mais aussi au-delà. Et puis, aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. Mais on va rentrer en profondeur, si tu veux bien, à un moment donné. On a tout le temps, nous. Sujet. On a tout le temps chez We Hustle, sache-le. Je voudrais aussi qu'on parle de ton premier amour
pour l'athlétisme. Ouais. D'accord. C'est venu à quel moment, quelle période de ta vie? Je sais pas si j'avais un amour à la base pour la course, mais en 6e, il y avait le cross du collège, donc c'était le premier pour moi. Et donc, je fais cette course dont je ne connaissais rien du sport parce que je ne faisais pas de sport avant. Dans les 7 frères et sœurs, il n'y a jamais eu un de mes frères ou sœurs qui ont fait du sport parce que c'était pas la culture déjà, le sport pour la famille. Et puis, je pense que quand tu as 7 enfants à charge, tu n'as pas les moyens de payer une licence, une paire de baskets, un short, un sac, etc. Donc, je gagne cette course qui était la première course du collège. Et pour moi, je me vois avec quelque chose que je ne savais pas que j'avais en moi. Et puis, c'était la première fois où, grâce à une action, on me dit c'est bien. Ok. Tu vois? Ok. Parce que à l'école, j'étais celui qui avait des 3, des 4, des 5 sur 10, sur 20, etc. Donc, j'étais pas forcément un gamin qui était fait pour l'école. Mais quand j'ai gagné cette course, on m'a dit oui, il y a les championnats départementaux. Et moi, j'ai dit ouais, d'accord, mais comment on va faire? Il faut... Mes profs, ils m'ont dit t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Et puis, il a fallu que je m'inscrive à un club de sport, d'athlétisme. Mon père, ils n'avaient pas les moyens. Il a dit non. Donc, c'est les profs qui se sont cotisés. Moi, j'étais une paire de baskets, licence, tout ça. D'accord. Et tu vois, et après, je suis rentré comme ça dans le sport. Mais à la base, je connaissais rien du sport. D'accord. Vraiment, je connaissais rien du sport. Et puis, de fil en aiguille, je fais une carrière sportive de haut niveau puisque je rentre en équipe de France. Et les championnats d'Europe, les championnats du monde, enfin bref, plein de courses. Et voilà, c'est l'endroit où je m'exprime, en fait, tu vois. D'accord. Il y en a, ils vont s'exprimer dans l'art plastique, d'autres dans la musique. Et moi, c'était le sport, mon moyen d'expression. Tu vois. Bien. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Beaucoup de choses. Je pense que l'entraînement, la rigueur, la résilience, le fair play, la compétition, ne jamais rien lâcher. Et puis surtout, se dire que quand il y a un échec, parce que j'ai eu un échec et plusieurs, les blessures, ma carrière sportive, quand elle s'est arrêtée subitement après une blessure. Donc, je pense que c'est aussi cette capacité à regarder plus large et à se dire que finalement, quoi qu'il arrive, tu dois te relever, tu dois y aller, tu dois foncer. Et le sport, c'est vraiment un état d'esprit de mental, tu vois, de rien lâcher, de toujours persévérer. Le côté hargneux. Voilà. Et avec une capacité de résilience forte, tu vois. Et je pense que les sportifs, et les sportifs, ils ont ça dans le sang. C'est que quoi qu'il arrive, ils sont là, quoi. Ils lâchent rien. C'est ça, bien. Et du coup, tu l'as bien exprimé, mais il y a eu la blessure. Tu t'es blessé par la suite. Ouais, 2005, je me blesse. D'accord. C'est un trou noir pour moi. Ouais. C'était la malléole. Ouais, fracture à la malléole, je me blesse. C'était très long, très dur. Les sponsors me lâchent, la Fédé, elle me lâche, donc la Fédération française d'athlétisme me lâche. Je me rends compte que déjà, t'es passé de celui qui est médiatisé à celui qui n'existe plus pour personne. C'est très dur, et surtout quand t'es jeune, tu vois, parce que t'as pas cette capacité de prendre du recul et de te dire, ok, c'est un passage à vide, mais t'as pas besoin d'exister pour les gens, en fait, tu vois. Mais du coup, je pense que cette blessure a été, pour moi, extrêmement positive, parce que j'ai eu 1 an et demi de trou noir, de dépression, mais tu sais, culturellement, la dépression, c'est pas quelque chose qu'on a intégré, tu vois. C'est vrai. Autour de toi, les gens disent, il passe juste un passage à vide, mais il va se refaire. Et donc, le sport a été une façon aussi de me dire, il faut que j'arrive à surpasser cette période qui était un cauchemar pour moi, vraiment. C'était très dur, j'ai mis très longtemps avant de m'en remettre. Et d'avoir une capacité de rebondir, quoi. Tu vois. D'accord. Mais ce qui m'a permis de rebondir, c'est déjà de me dire que le sport, c'était un temps. Et donc, voilà. Il fallait faire un deuil, parce que c'était ça, en fait. Il fallait que je fasse un deuil. J'ai mis vraiment du temps, quelques années avant de
de faire ce deuil jusqu'en même 2010, tu vois, je ressassais ma carrière. Pourquoi? Parce que je voyais des athlètes de haut niveau percer, devenir champion d'Europe, vice-champion olympique et d'autres. Excuse-moi de te couper. Tu peux citer des noms là, des personnes que tu as côtoyées? Ouais, bien sûr. Maïdine Mekissi Benabad, plusieurs fois vice-champion olympique, champion d'Europe, champion du monde, un garçon talentueux et que j'ai connu dans les compétitions, que j'ai connu dans les stades ou en stage de formation à Font-Romeu. Voilà, c'était pour moi de voir d'autres qui avaient percé, alors sans envie et sans être jaloux, mais je pense que quand tu regardes les autres faire et avancer, tu as ce sentiment d'échec et de penser que pourquoi à toi ça t'arrive et pas aux autres. Et finalement, c'est un mal pour un bien qui m'a permis de prendre ce recul et de comprendre que la vie, elle fait partie, enfin l'échec fait partie de la vie. D'accord. Tout à fait. Tu vois ? Tout à fait. Et du coup, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que tu as dit. C'est il n'y a eu aucun accompagnement, aucun suivi de la FFA. Rien. Tout le monde m'a lâché. L'entraîneur était là, toujours, parce que c'était l'entraîneur du quartier, que je remercie et qui a toujours été là. Et je me rappelle, c'était quelqu'un, Alvaro, qui était d'une grande générosité. Il savait que forcément, j'allais pas manger diète à la maison, alors il me faisait venir à la maison pour manger diète. Il sortait de sa poche de l'argent pour me payer mes séances de kiné, etc. Enfin, c'était vraiment plus qu'un soutien. Et finalement, quand tu regardes, j'avais pas besoin d'autre soutien que mon entourage. Bien. On le salue alors, ce monsieur Alvaro. Ouais. On le salue. Mais ce qui est fou, c'est que, et d'ailleurs c'est important, c'est la raison pour laquelle je persiste en disant ça, mais il y a énormément de sportifs qui ont mal tourné après des blessures. Tu vois, ils ont vu leurs rêves s'envoler, etc. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux fédérations, par exemple, ou aux clubs qui les laissent, finalement, c'est des laissés pour compte, finalement. Tu leur dirais quoi, toi? Non, je leur dirais d'aller en profondeur dans leur travail, pas en surface. Et la profondeur, c'est ce que je dis toujours et c'est ce que mon père m'a appris, d'avoir 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler. C'est-à-dire qu'on parle moins qu'on écoute. On devrait plus écouter que parler. Et des fois, il suffit juste d'écouter pour accompagner. C'est pas forcément nécessairement de dire je vais amener du matériel ou je vais amener un projet beaucoup plus fort, plus gros. Exact. Les gens, ils ont besoin d'être écoutés aujourd'hui. Et ça a toujours été. Et je pense qu'il y a nécessairement quelque chose d'important à inculquer aujourd'hui dans notre culture, c'est d'écouter les gens et de prendre le temps d'écouter, d'analyser et de faire en sorte d'aller chercher chez l'autre cette capacité par lui-même de faire et de se saisir d'un problème. Bien. Ah, c'est excellent. Belle mentalité, Abdelali. C'est excellent. Dis-moi, bro, par la suite, tu jongles entre ces 2 activités, l'athlétisme, le social aussi? Ouais, en fait, il y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire qu'en 99, je me retrouve sans école. C'est un peu compliqué. L'école, j'aime pas ça. J'ai pas l'impression d'être écouté. Et puis, moi, je pense qu'il y a une volonté forte aussi que les professeurs doivent porter, c'est de transmettre beaucoup de leur savoir au travers de l'amour. C'est-à-dire que moi, j'ai nécessairement grandi avec de l'amour. C'est-à-dire que j'ai besoin que si tu veux me parler, si tu veux qu'on travaille ensemble, il faut qu'il y ait un truc qui se passe entre nos cœurs. Rien d'autre. Tout le reste, ça va venir finalement alimenter. Mais à la base, c'est quelque chose du cœur qui se transmet. Et le professeur, parfois, ils n'ont pas su faire ça. Ils étaient trop à cheval sur le cours magistral. Je te donne un cours, t'écoutes et c'est moi qui décide. Non. Je pense qu'il faut aussi laisser s'exprimer les autres. Et puis, je me suis retrouvé où j'avais pas d'école, j'étais un peu perdu et j'ai un cadre de santé qui s'appelle Vincent Houlier, que je salue, qui était un homme génial parce que il m'a vu, il m'a dit, il m'a pas jugé. Il est arrivé avec ce discours, je te propose une opportunité chez nous de stage. J'ai fait 2 semaines et demie chez lui dans le ménage, dans un service de chirurgie vasculaire. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à comprendre le milieu du travail très tôt, à l'âge de 16 ans et demi, et de rencontrer d'autres personnes
Et ça m'avait marqué parce que, pour plein de raisons, parce que j'ai été formé par les femmes de ménage qui étaient là. Bien. Et pour moi, je les salue pour leur travail, je les salue pour leur dévouement, je les salue pour tout ce qu'elles font et tout ce qu'ils font. Et puis, à la fin de ce stage, j'ai deux situations qui me tombent dessus. La première, je rentre dans une chambre avec mon petit balai à franges et puis je rencontre une mamie qui me dit... que je vois son visage fermé, je lui dis madame, qu'est-ce que vous avez besoin, je peux vous faire quelque chose, et moi je souris naturellement, tu vois, même s'il me manque des dents, mais je souris naturellement, tu vois, et je lui dis qu'est-ce que je peux faire, et elle me regarde, elle me dit non, tu m'as tout donné, et j'essaie de comprendre. Donc je lui pose la question, qu'est-ce que je vous ai donné? Pourtant j'ai pas pris un objet, je voulais pas donner, tu vois, j'ai pas donné quelque chose, et donc elle me dit tu m'as souri et c'est déjà beaucoup. Et là je comprends pas au début, et puis après j'analyse, je pose les questions, je questionne, et en fait, encore aujourd'hui, ça m'a marqué. Ça veut dire que notre société, elle n'a pas besoin de matériel, elle a besoin de cœur, elle a besoin d'attention, elle a besoin de gens qui donnent de leur personne. Le don de soi, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Et puis à la fin de ce stage, on m'assoit à la table, j'ai peur parce qu'il fallait me noter, et là on me dit bon, écoute, tu vas écouter un truc, c'est l'homme parfait n'existe pas, on va pas te mettre 20, mais on va te mettre 19. Et ça m'avait marqué, et on m'avait encouragé à poursuivre, et du coup, j'ai fait ça pendant 8 ans après. J'ai fait du ménage, des auxiliaires de vie, j'ai fait tous les petits boulots de l'hôpital, brancardier, je travaillais à la morgue, magasinier, tous les trucs, quoi. Et ça m'a appris, vraiment beaucoup. Ça a été ma meilleure école. D'accord. Tu vois. Donc, c'était une expérience salvatrice. Ouais, exactement. Et je pense que c'est une expérience humaine à faire. Moi, j'incite tous les jeunes qui, aujourd'hui, n'ont pas de parcours, sont perdus, à s'orienter vers les métiers du care. C'est que on a tendance à stigmatiser ces métiers-là, à dire « ouais, c'est des petits métiers, c'est des petits boulots ». Mais moi, ils m'ont tout appris. Ça a été la base... et la fondation d'ailleurs de quand j'ai passé le concours en 2007 et que j'ai passé un jury de validation des acquis parce que j'avais pas le bac et que je suis rentré à l'école, j'avais les meilleures notes en stage, etc. Et que je suis rentré à l'école d'infirmier, que j'ai fait 3 ans et demi. Pour moi, ça a été incroyable. Tu vois, terrain, c'est la meilleure école. La meilleure école, c'est le terrain. D'accord. Et j'ai appris sur le terrain. C'était comme ça, en fait. Tu vois. D'accord, bien. Et non, c'est excellent. C'est excellent. Mais est-ce que toi, tu avais du coup un plan de carrière défini après? Non, t'es parce rentré que un petit peu à l'aveuglette et tu te laissais finalement conduire. Non, mais j'avais ce truc au fond de moi qui était une espèce de lumière que je soupçonnais pas, parce que quand j'ai eu l'accident à l'âge de 6 ans et que j'étais confronté à ces inégalités sociales de santé, la barrière de la langue de mes parents, le fait que mes parents étaient paniqués, savaient pas comment on allait faire avec son fils, les chambres stériles, la table d'opération, la couleur du bloc opératoire, le son de la voix des professionnels de santé, du SAMU, des pompiers, enfin, tout ça, ça m'avait vraiment marqué, tu vois, parce que quand j'ai eu l'accident, j'étais tellement choqué que je pleurais pas. Tu vois, tellement choqué. Jeune, j'avais 6 ans, mais c'est-à-dire, ça m'avait vraiment, ça s'est gravé, quoi, tu vois, comme je dis toujours, c'est gravé dans ma peau, tu vois. Et ça m'avait marqué. Je m'étais dit déjà très jeune que je ferais un truc dans la santé. Et quand j'ai redoublé 2 fois à l'école, je me suis retrouvé en 4e année des soutiens, en 5e avec mon petit frère dans la même classe, en 3e pro, etc. C'était des situations pour moi qui étaient difficiles à vivre, parce que je m'étais dit, mon rêve un jour soigner les gens, un jour devenir médecin, allait s'envoler, parce que j'avais pas le niveau. Et tu avais le corps, je dirais, scolaire qui était pas forcément tendre tout le temps avec moi, qui était dur, rabaissant. Mais par contre, j'ai essayé de pas trop m'imprégner de ça, mais de me dire, je vais continuer à rêver jusqu'à que j'y arrive, tu vois. Et c'est vrai que quand je suis devenu infirmier, pour moi, c'était waouh! Je suis passé de celui qui fait le ménage, et avec tout le respect que j'ai pour ceux qui font le ménage, parce que pour moi, j'ai une affection particulière pour celles et ceux qui aujourd'hui font les métiers de première ligne, les auxiliaires de vie, les femmes de ménage, tous ceux qui font les petits boulots qu'on sous-estime, qui étaient essentiels aujourd'hui à notre société, à cette crise sociale et sanitaire.
C'était eux qu'on appelait, c'était eux qui sont décédés, c'était eux C'est qui vrai, se sont impliqués et donnés. Et d'ailleurs, ils venaient de ces quartiers populaires parce que les petits boulots sont beaucoup tenus et détenus par ces personnes issues de ces quartiers populaires. Exactement. Tu nous as parlé de ton accident survenu à l'âge de tes 6 ans, mais est-ce que déjà tu peux rappeler les faits? Comment ça s'est passé? Ce qu'il s'est passé? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, la petite commune minière qui s'appelle Obi, dans le 59. Donc, mes parents vivaient là-bas avec mes frères et sœurs et moi. Et puis, on était dans la salle. Enfin, il y avait une salle. Dans la salle de bain, il y avait une grande gamelle. Je pense qu'il devait faire à peu près un truc comme une dizaine de litres, qui était en train de bouillir au sol, puisque c'était je dirais la culture de faire des hammams à la maison et de chauffer la salle de bain. Et donc, moi, je suis rentré et le sol était glissant parce que c'était un carrelage. Et j'ai voulu prendre un savon et en prenant le savon, j'ai glissé et j'ai tapé avec mon bras la gamelle et toute la gamelle est tombée sur moi. Vraiment tout. Et en fait, le choc, je pleure pas. Ma mère, elle arrive en courant. Enfin, c'était ma sœur, je me rappelle. Ça pleurait, ça criait. Ça a essayé d'enlever mes vêtements, mais en fait, en enlevant les vêtements, on enlevait la peau. Tu vois. Et j'ai pas compris que c'était grave. Vraiment, j'ai pas compris que c'était grave, mais tellement j'étais choqué, je pleurais pas. Mais quand les pompiers sont arrivés et le SAMU, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai senti que c'était grave, tu vois. J'ai même pas pleuré parce que j'avais la douleur. J'ai pleuré parce que j'ai pris conscience qu'il y avait un grave danger que je courais, quoi. Et voilà, ça a été quelque chose qui a bouleversé la famille. Ma mère, surtout, je pense que ça a été pour elle, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que lui en reparler, c'est dur pour elle, tu vois. Et parce qu'elle a pris cet accident comme sa responsabilité personnelle et non pas comme une responsabilité collective. Et donc, et moi, j'ai toujours fait en sorte, finalement, de me rapprocher d'elle pour lui montrer combien j'ai de l'amour pour elle et qu'elle n'avait pas à subir cette pression de l'accident elle-même seule. D'accord. Bien. Ah, c'est louable, ça. C'est bien. Aujourd'hui, t'es encore marqué. Oui. Bien sûr. Et donc, sur la peau, c'est ça hein, que tu poses comme question. Oui, tout à fait. Bien sûr. Physiquement. C'est pour ça que je te parle de graver dans la peau. Parce que sûr, tout à fait. C'est encore là. J'ai des traces et tout. Je vois, ça se voit, quoi. Tu vois. D'accord. Mais finalement, tu sais, je partage un peu ton point de vue. C'est qu'il n'y a pas de hasard pour moi. Non, jamais. Donc, c'est là où tu t'es dit, je crois que je suis fait pour finalement redistribuer les cartes, aider. Bien sûr. Et même avant ça, je considère que quand on me pose la question, quand je rencontre un ministre ou quand je rencontre un patron du 440 ou une personnalité ou pas du tout, quelqu'un qui est vraiment simple dans un quartier qui me pose la question, qu'est-ce que ça t'a fait ? Je pense que cet accident, c'est déjà premièrement une bénédiction. Clairement. Bien sûr. Deuxièmement, je pense que cet accident, c'est aussi un moyen qui m'a rapproché de l'amour que je dois avoir pour mes parents et le respect que je dois avoir pour eux, et notamment encore plus ma maman. Et combien il est important de les mettre sur mes épaules et sur ma tête pour dire que c'est eux la réalité et la vérité, quoi. Donc, cet accident a été pour moi quelque chose d'assez fort. Qui nous lie et qui n'est pas palpable dans les mains. Bien sûr. Donc, et j'en fais aujourd'hui aussi une force de travail, une force d'engagement. C'est pas mon outil de communication, pas du tout. C'est un outil plutôt qui doit servir la cause du bien commun. Bien. Tu vois. Bien. Parce que je pars du principe que toute personne aujourd'hui qui s'engage peut faire, et il vaut mieux faire peu que rien du tout, car c'est pire. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ah, les sages, c'est des belles paroles en tout cas, Abdelali. Franchement, c'est des belles paroles. Et dans tout ça, alors, banlieue santé. Ouais, banlieue santé, c'est une grande histoire. Qu'est-ce que c'est ?
Raconte-nous, on veut tout savoir. Bien sûr, j'ai pas de secret à avoir. Let's go. Et Banlieue Santé, d'abord, c'est une association que j'ai voulu créer parce que, comme je te l'ai dit, confronté par les inégalités sociales, notamment quand je faisais dans le ménage, je voyais bien les choses, tu vois, que beaucoup de patients, il y avait un delta en fait de patients qui n'étaient pas du tout raccordés à la santé. Et puis mon engagement social et sociétal auprès des familles et des personnes les plus fragilisées, j'ai voulu transformer ça en organisation. Et puis quand j'ai été infirmier, j'ai été très confronté à ces sujets de précarité sociale et d'autres. Et puis d'un point de vue chiffre, hein, c'est simple, il y a à peu près entre 7 et 11 ans de décalage d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre sup en France en 2021. Donc c'était pour moi aussi une manière de créer une organisation qui va vraiment créer des solutions d'inclusion sociale et médicale, raccorder les patients les plus fragiles au système de santé et aux droits communs. Et pour ça, il faut partir de la base, qui est le terrain, et puis essayer de valoriser, j'aime pas trop le mot essayer, d'ailleurs c'est faire, on est des faiseurs et des faiseurs et des faiseuses d'engagement sociétal auprès des plus fragiles, sans être dans des mots qui font peur, mais moi je fais pas de social, je fais pas de charité, j'aide personne. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche de dire il y a un public aujourd'hui qui vit une inégalité, qui vit une injustice ou qui vit une situation complexe. À nous d'aller les voir et de parler avec eux pour essayer d'aller chercher les forces à l'intérieur d'eux pour que par eux-mêmes ils se saisissent de ces questions-là et par eux-mêmes ils essayent d'aller mieux. Parce que la santé, hein, c'est pas uniquement l'absence de symptômes et de maladies, mais la santé est un état de bien-être social, physique, mental. Et l'éducation, c'est la santé. La culture, c'est la santé. L'emploi, la formation, c'est la santé. Et donc, de ce fait, on va aller chercher ces déterminants et ensemble, on va améliorer la santé des habitants. Excellent. Et est-ce que tu es conscient de l'impact que tu as auprès des familles? Je pense que en toute humilité. En toute humilité, j'ai conscience, mais j'essaye de me convaincre de ne pas avoir cette conscience. Pourquoi? Parce que je risque, comme tout être humain a nos fragilités et nos faiblesses, que de croire que c'est moi qui change le monde. C'est pas vrai. C'est eux qui sont en train de le changer pour eux-mêmes. Bien. Tu vois? Bien. Excellent. Je suis un outil de ces innovations. Et je dois être au service des habitants et de celles et ceux qui aujourd'hui vivent les fragilités humaines. Le fait de côtoyer toutes ces familles-là et tous ces gens-là te permettent de garder les pieds sur terre également. Ouais. Je suis tout le temps, constamment sur le terrain. 1 à 2 fois par semaine, je vais au plus près des habitants et des habitantes. Je parle avec eux, je me concerte avec elles. Et d'ailleurs, j'ai 70 à 80% des publics que je touche et avec lesquels on est actif et on engage des innovations sociétales sont des femmes. Bien. Et c'est elles qui s'engagent le plus pour les autres. D'accord. Mais pourquoi banlieue santé? Pourquoi banlieue santé? C'est un grand questionnement. Et d'ailleurs, beaucoup au début ne comprennent pas la définition de mot banlieue. Oui, c'est lieu banni, ça on le sait. Exactement. Oui, exactement. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied là. Mais t'as le droit. C'est toi le boss. On est chez moi. Moi, je suis l'invité. Non, je plaisante. Mais plus sérieusement, si là tu es dans une logique vraiment de rassembler tout le monde et de prévention, c'est cool. Mais t'aurais pas pu t'appeler autrement? Non, parce que lieu banni, c'est la mise au banc. D'accord. 14e siècle, les rois mettaient les gens atteints de lèpre et de maladies à l'extérieur du royaume. Et en fait, le mot banlieue a plus d'essence pour la ruralité que pour les quartiers populaires. Bien. Et donc, pour moi, ça rassemble. Finalement, il y a cette distorsion de mots. Donc, les gens comprennent que c'est pour les quartiers populaires, mais nous, on prend ce mot pour dire, mais non, c'est tout le monde. Et à un moment donné, c'est comment on arrive à toucher ce tout le monde par une organisation qui traite de la santé. Et on passe par là pour aller embarquer et inclure le public vers des solutions d'innovation sociétale et médicale. D'accord. Et vu sous cet angle-là, c'est quelque chose qui se défend et qui s'entend.
C'est bien. Ouais, je peux rien dire. Excellent, excellent, excellent. Là, je voudrais, tu sais, aujourd'hui, ce qu'on traverse avec la Covid, etc., c'est une période, on est vraiment dans un climat anxiogène. Mais c'est quoi, toi, déjà, ton point de vue sur les vaccins, par exemple? J'ai pas forcément un point de vue... Il y a toujours des points de vue personnels et il y a des points de vue d'organisation. Le point de vue personnel reste le mien, c'est qu'il faut aller voir son médecin généraliste pour lui poser la question comment on peut avoir le vaccin, pourquoi il faut avoir le vaccin. Aujourd'hui, on vaccine des populations âgées, des populations ayant des comorbidités, donc plusieurs facteurs de risque d'attraper la Covid et de décéder. D'ailleurs, les chiffres le disent, hein, plus de 127% de surmortalité en Seine-Saint-Denis. Donc, il y a un enjeu aujourd'hui de société. C'est quoi le ratio entre se vacciner et se protéger de la Covid et ne pas se vacciner et peut-être contaminer un entourage fragilisé par une comorbidité et par une multitude de facteurs sociaux ou médicaux qui font que ceux qui ont été le plus impactés sont été les plus fragiles finalement. Bien sûr. Et puis il y a un point de vue d'organisation sur lequel nous on n'a pas voulu se pencher pour le moment parce qu'on a tout un travail aujourd'hui d'engagement social auprès des publics, d'embarquer les publics vers la santé, raccorder les patients vers la santé, notamment la première orientation aux soins qui est l'ophtalmo. On a créé un dispositif qui s'appelle Vue et Corrigée, aller chercher des publics les plus fragilisés qui n'ont pas accès aux lunettes, les ramener à la Fondation Rothschild et faire une consultation gratuite et puis dans la même journée avoir un appareillage par la Fondation Essilor en lunettes. Et donc on est dans ces sujets en fait aujourd'hui qui nous préoccupent. Bien sûr, il y a le sujet de la vaccination et le sujet de la Covid, mais il y a des scientifiques qui se penchent dessus. Moi, je suis pas scientifique, donc je ne peux pas me pencher sur le sujet et dire allez-y pas. Moi, je dis toujours allez voir votre médecin. Parce que j'imagine que c'est des questions qui reviennent fréquemment. Oui, c'est pour ça que par ces questions-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on oriente les patients vers les centres de santé, vers les médecins, vers les différents centres de vaccination, de dépistage, etc., qui sont tout à fait à même de répondre à ces questions-là et de pouvoir apporter une valeur ajoutée aux patients. Et d'ailleurs, nous, on est d'un point de vue humilité, on dit toujours qu'il y a d'autres qui savent faire et mieux faire que nous. C'est vers eux qu'il faut aller. D'accord, vous orientez. Exactement. D'accord, excellent, excellent. Et comment participer à votre aventure? Alors, il y a plusieurs manières de participer. Déjà, de continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux, mais aussi on a un engagement terrain sur lequel on identifie des acteurs et des actrices qui font de l'innovation sociale dans les territoires et qui ont envie de co-construire avec nous des solutions pour leur territoire. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur nos réseaux sociaux, nous envoyer un mail sur nos sites internet banlieue-santé.org, banlieue-santé.org, mais aussi tous nos réseaux sociaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui, Facebook, Instagram, Twitter, et j'en passe. Et puis, si dans votre territoire, vous avez envie de vous engager sur la santé auprès de vos publics, n'hésitez pas à nous proposer votre envie de vous engager et nous, on sera à vos côtés pour vous amener de la valeur ajoutée complémentaire à celle que vous avez aujourd'hui. Excellent. Et est-ce que tout ce que tu fais là n'a pas été dicté par tes convictions religieuses? Non, je pense que c'est deux choses différentes. Je pense que c'est plutôt des convictions d'engagement de professionnels de santé. Moi, j'ai à cœur de travailler avec tout le monde, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, dans nos équipes, on a de tout. Toutes les confessions, on touche les publics de toutes les confessions. D'ailleurs, dans notre charte de travail, sur lequel on a mis en place dès le départ, quand on travaille avec une association partenaire ou une organisation, la question de la religion, du genre ou des publics ne doit pas être une question finalement au cœur de l'engagement, parce que pour éviter d'ailleurs qu'on soit aussi dans une démarche qui est nous allons vers un public et pas un autre. Non. Nous, notre travail, on travaille avec tout le monde. Bien. Quand on a eu la Covid, dès le départ, au mois de mars, on a voulu engager ça et bien avant, parce qu'on a touché des publics en situation de précarité sociale, des prostituées, des migrants, des personnes en situation de fragilité, des familles monoparentales, des personnes âgées, des publics qui étaient parfois méconnus
des pouvoirs publics et qui n'étaient pas forcément identifiables et qui eux-mêmes n'identifiaient pas les solutions. Donc, notre enjeu, c'est un enjeu de santé et de professionnels de santé. Quand on a un patient en face de nous, on ne le juge pas et on ne le prend pas par sa conviction religieuse, par son passif, mais plutôt par sa maladie et ce au quoi on doit répondre aujourd'hui en tant que professionnel de santé. C'est ça notre sujet. Donc, c'est excellent ça. C'est très deep, très bon. C'est bien. Tu nous fais du bien. Et j'ai eu la chance, moi, tu es d'origine marocaine. Ouais. J'ai eu la chance d'aller à plusieurs reprises au Maroc. Ouais. Le rapport à la santé, comme tu sais, est un petit peu délicat aussi. Est-ce que tu as des projets là-bas, par exemple? Ouais, bien sûr. Ça, c'est plutôt la vision internationale que nous avons, puisque je ne l'ai pas dit, mais on a des ambitions internationales, mais aussi des points de vue plutôt académiques qu'on est en train de mettre en place, des cours avec l'INSEAD, avec des facultés de médecine en France et aux États-Unis. On est en train de travailler sur une publication scientifique avec des scientifiques sur les questions aujourd'hui d'inégalité sociale de publics fragilisés. Donc, on a une démarche académique déjà. Ça, c'est important. Et puis, on a une démarche internationale. Et le Maroc est dans un des enjeux auxquels on va, bien entendu, dans quelques semaines, d'ailleurs, ouvrir des bureaux en Afrique, et toujours en avant-première pour toi. Et puis, on est aussi dans une vision vers les États-Unis, notamment à Chicago, où la Fondation Obama est là-bas, parce que les enjeux d'inégalité sociale touchent l'ensemble des concitoyens dans le monde. Absolument. Et donc, on doit être auprès des publics les plus fragilisés. Et si on peut apporter une valeur ajoutée de notre travail, de notre savoir-faire, sur le plan académique, sur le plan terrain, sur le plan structurel, sur le plan d'innovation sociale, parce que notre enjeu chez Banlieue Santé, c'est de transformer la réponse médico-sociale. Bien. Et aujourd'hui, à quoi ressemble la journée d'Abdelali El-Badawi? Eh bien, celle de venir te voir déjà, et avoir l'honneur de pouvoir te voir, et de pouvoir être ici, mais aussi d'être sur le terrain auprès des publics, de parler avec des ministres, de parler avec des institutionnels publics, avec des préfets, avec des présidents de régions et de départements, avec des maires de communes, avec des associations de terrain, avec l'amicale de locataires, avec des mamans, avec des jeunes, des moins jeunes, des ados, des primo-délinquants, des jeunes en situation de mineurs non accompagnés, enfin... Je parle avec tout le monde, mais aussi des patrons du 440, des acteurs de différents bords avec lesquels on a envie de co-construire une société qui est au service du bien commun et de l'intérêt général. D'accord. Et quelles sont tes aspirations, toi? C'est d'une société apaisée. Mes aspirations, elle est là, c'est que par le travail et notre engagement auprès des plus fragiles, on puisse donner cette justice sociale et sociétale pour ces publics qui sont les plus fragilisés, qu'on arrête de stigmatiser ou montrer du doigt des populations pour leur origine, pour leur couleur, pour leur situation sociale ou pour leurs convictions. Mais pour moi, il faut repartir de la base. Qu'est-ce qui est essentiel à notre société? C'est de donner aux autres ce qu'on a, nous, et de redistribuer nos moyens et tout ce qu'on a à celles et ceux qui aujourd'hui vivent de plein fouet cette précarité et cette crise sociale et sanitaire qui est en train de frapper énormément de publics. Et c'est ça mon enjeu. D'accord. Et du coup, toi, parce que voilà, t'es rempli d'ambition, etc. Est-ce que tu as déjà été approché par des politiques, par exemple? Ouais, bien sûr, tous les politiques viennent nous voir. Tous les politiques vont vouloir nous voir parce que on est Banlieue Santé, on touche des publics fragilisés, etc. Moi, je dis stop. D'accord. Je suis pas là pour faire de la politique. Je suis là pour proposer une solution sur un territoire. Ça ne m'empêche pas de parler à un maire, de parler à un président de région, de parler à un président de département, avec un ministre. Pourquoi? Parce que ils sont élus localement ou nationalement, et donc c'est avec eux qu'il faut traiter, parce qu'on considère que notre enjeu à nous, c'est de co-construire avec les partenaires privés, avec les collectivités, les partenaires publics, parce que on ne pourra pas résoudre les problèmes si chacun de notre côté en fait sans les autres, mais aussi parce que des trous dans la raquette dans notre société, il y en aura toujours. Bien. Et c'est pas parce que on va nous bassiner par 30 ans de politique dans les quartiers qui ne fonctionnent pas, etc., qu'on ne doit pas agir par nous-mêmes. Et je considère que moi, je suis pas là pour dire que ça va pas. Je suis là pour dire que quelle solution nous, en tant qu'acteurs de terrain,
Et habitant de ces territoires, on peut amener comme valeur ajoutée. C'est ça l'ambition, c'est ça l'enjeu. Excellent, excellent. Et aujourd'hui, tu es toujours infirmier libéral? J'ai arrêté d'être infirmier puisque je suis à 100% bénévole de la structure, banlieue santé, et puis le fonds dotation, la France du Cœur aussi, dont j'en suis le président et bénévole. J'ai créé aussi banlieue sport, banlieue school, et d'autres organisations qu'on est en train de créer avec des partenaires privés, avec des fondations, avec des fonds d'investissement, avec des gens qui ont envie finalement de se retrouver avec plus de sens. Et il y a de plus en plus aujourd'hui de partenaires privés qui ont envie de donner du sens à leur travail, du sens à leur engagement. D'accord. Et aujourd'hui, avec toutes ces casquettes-là, quelle est la place de ta famille dans tout ce que tu fais là? Parce que c'est quelque chose de prenant, tout ce que tu fais. Ouais, bien sûr. Ma famille me voit, elle sait. Effectivement, c'est très prenant, très compliqué. Oui, absolument. Et excuse-moi de te couper, mais si je me permets de te poser cette question-là, c'est que, tu vois, même tout à l'heure, tu as dit que tu lavais les défunts, etc. Ouais. Tu sais, c'est des choses qui, à la fin de la journée, peuvent te miner. Et est-ce que ça peut avoir un impact sur ta vie personnelle? Tu comprends? Quand je rentre chez moi, tout ce que j'ai vu dans la journée, ça reste dehors. Oui, mais ça, en théorie, c'est facile. Non, mais c'est facile, mais moi, j'y arrive. Ah, bah, t'es fort, toi. Voilà, j'y arrive. D'accord. Et je prends, parce que, avec toute la pression sociale et sociétale que je vois, et la misère que je vois, je peux pas me permettre de me faire absorber personnellement et de mettre de côté mes aspirations familiales, ma vie privée. Parce que c'est aussi ça, quand tu es exposé, médiatisé, etc., tu es forcément quelqu'un qu'on regarde, qu'on écoute, même dans mes mots, dans ma façon d'être. C'est important d'être le plus stable et de pouvoir mener à bien ce projet au service du bien commun. Et je l'explique parfaitement, simplement à ma famille. Ils le comprennent. Et tu auras toujours des alertes, mais ils savent que voilà, je suis quand même quelqu'un d'équilibré dans mon travail. Excellent. Et quels sont les projets futurs? Les projets futurs, c'est simple, c'est de continuer à faire en sorte que cette organisation grandisse et grossisse. Tu parlais de philanthropie, c'est un des sujets que j'ai envie de porter dans les prochaines semaines, prochains mois, au travers du fonds de dotation La France du Cœur. Et puis d'embarquer un maximum de partenaires privés, publics, pour vraiment répondre à cette transformation de la réponse médico-sociale, de pouvoir vraiment être à table des plus gros pour vraiment proposer des solutions terrain, pérennes pour les habitants, pour faire en sorte que nos habitants aujourd'hui, de nos ruralités, de nos quartiers populaires, ils aient des solutions qui résolvent leurs problèmes par leur propre situation et que par eux-mêmes, ils puissent se faire. D'accord. En tout cas, l'épisode touche à sa fin. Abdelali El Badawi, je tiens au nom de toute l'équipe de We Hustle à te remercier. Sincèrement, tu nous as impacté, tu nous as fait du bien et sache que c'est fondamental pour nous. Merci à toi. Merci, c'est cool. C'était le Chairman qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec l'homme que l'on nomme Abdelali El Badawi pour We Hustle. Peace. We hustle, baby.